Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est un petit peu difficile, qui est le sujet de la dégradation des sols et de comment est-ce que le sol réagit quand on lui applique une dégradation, que ce soit une pollution, un compactage, un feu, voilà. Donc c'est un sujet qui est un petit peu difficile. C'est pas avec une grande joie que je vais vous parler de ça, mais c'est important de savoir comment est-ce que ça se passe. Le terrain, le sol, c'est vivant. Et quand on applique une dégradation au vivant, alors quand c'est par exemple sur nous, quand on se coupe, à ce moment-là, notre corps va réagir. Et il va mettre en place tout un processus de réparation de notre corps, de notre peau, pour cicatriser la plaie. Et donc on va voir, à travers différents exemples, on va voir comment un sol est capable de refermer ses plaies. Never forgot your dreams, forgotten dreams. Dream your dreams with me on a sunny day. Alors souvent on n'en est pas conscient. Et là, moi j'ai plusieurs exemples à vous montrer qui sont vraiment intéressants et concrets. Donc on va commencer avec l'exemple du moulin du Berceau où on était venu filmer l'année dernière les feux. Il y avait eu des feux de branches énormes, des branches de peuplier, des gros tas de branches de peuplier qui avaient été brûlées à cet endroit, là où on se trouve. Et on revient voir, un an plus tard, pour voir comment est-ce que le sol réagit et comment est-ce qu'il va faire pour fermer ses plaies, justement. Alors, les pompiers sont arrivés, moi je les appelle les pompiers, les chardons. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois, j'ai fait une vidéo qui s'appelait « Mon jardin est une jungle » et je vous ai parlé des chardons. Je vous ai expliqué que les chardons, c'était les pompiers. Ceux qui arrivent quand il y a un incendie, quand il y a une grosse dégradation. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont réparer une partie du problème. Ils ne peuvent pas tout réparer. Mais ils vont être là un moment, le temps de réparer le problème. Donc ici, c'est quoi le problème? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, il y a eu un brûlage gigantesque d'énormes quantités de branches. Et le sol a été brûlé, donc a été dégradé. Toute la matière a été dégradée en surface. Donc au début, il n'y a rien, c'est un désert. Et au bout de quelques mois, commencent à germer les graines de chardon qui étaient là dans le sol et qui sont capables de... C'est elles qui sont les pionnières, en fait, qui vont coloniser des sols qui ont été dégradés par un incendie. Alors voilà, on va regarder un petit peu plus près toute cette problématique, essayer de comprendre mieux comment le sol se défend et comment le sol se répare grâce aux plantes. Donc on revient un an plus tard, en juillet 2021, et voilà la hauteur. Vous pouvez apprécier la hauteur de la végétation, c'est impressionnant. On a du mal à penser qu'au printemps, il n'y avait rien ici, il y avait la terre nue. Et donc ces plantes, elles sont extraordinaires par leur vigueur. La vigueur qu'elles mettent pour venir prendre la place et dire oulala, oulala, il y a un gros problème, donc on va réparer le problème. C'est important, c'est impressionnant. Le chardon des champs qui pousse ici. Voilà, ici on a le chardon à feuilles lancéolées, qui est une espèce de chardon un petit peu différente, qui joue le même rôle.
Comme dit Gérard Dussert, s'il n'y avait pas les chardons, la planète serait un désert. Alors merci les chardons pour l'aide qu'ils nous apportent dans les moments difficiles. Il faut les voir autrement, hein. Commençons à les percevoir autrement que dans notre imaginaire, juste une plante envahissante qui est là pour nous enquiquiner. Ce que la nature a inventé de mieux, Cirsium arvincé, le chardon des champs, ça c'est ma plante préférée moi. Ça c'est une plante indispensable, il n'y aurait pas ça dans la nature, ça devient désertique. Hein. Le seul chardon vivace, les autres sont bisannuels. C'est-à-dire la première année il faut une rosette, la deuxième année il fleurissent et il crève. Donc celui-là il est vivace. Hein. Et donc il aère le sol aussi celui-là. Oui. Surtout quand il pousse des chardons dans votre jardin, n'accusez pas le voisin de vous avoir envoyé des graines. Parce que si il pousse des chardons dans votre jardin, c'est qu'il y a les conditions de levée de dormance. Ce n'est pas les graines venues de chez le voisin. D'autant plus que le chardon, en plus, les graines, il leur faut 60 à 80 ans de vieillissement pour être capable de germer. Donc, s'il germe des chardons chez vous, si c'est le voisin qui les a envoyés, c'est pas lui, c'est son arrière-grand-père. Hein. Laisser venir des chardons à graines, c'est pas grave, ça c'est absolument pas grave. Vous allez rajouter une cuillère à café dans l'océan Pacifique. C'est que lui est capable de pousser dans un endroit où les autres ne sont pas capables de pousser. On va sortir justement une racine de chardon hein, pour voir comment c'est. Donc là, on voit bien la racine pivotante du chardon. Et là, j'ai sorti un petit chardon, hein, donc chardon qui est dans le jardin, pour pouvoir vous montrer cette racine. Donc on peut imaginer au moulin la profondeur des racines de ces grands chardons. Quand tu dis que les plantes réparent le sol, soignent le sol, donc en quoi et comment ils réparent le sol? Qu'est-ce qu'ils réparent dans le sol? Oui, ça c'est une bonne question parce qu'on se dit, bon après tout, il y a un feu et puis là, les chardons arrivent et donc c'est envahi de chardons. Mais c'est pas ça en fait qu'il faut comprendre. Hein. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que à partir du moment où on fait un feu, ça va faire lever la dormance des graines de chardon. C'est-à-dire que dans le sol c'est une banque de graines. Il y a des milliards de graines qui sont dans le sol et qui peuvent attendre plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs centaines d'années. Le jour où il y a quelque chose de spécial, par exemple une très grosse sécheresse, une canicule, une inondation, ou là, dans ce qu'on vient de voir, un feu, ça va, donc la forte température, les cendres, la concentration donc en potasse, tout ça, ça va déclencher la germination de plantes, mais pas toutes les plantes, de certaines plantes qui sont capables de pousser dans ces conditions extrêmes, c'est-à-dire dans les conditions après un incendie, bien, il y a des graines qui étaient dans le sol en attente et qui vont germer. Donc le feu a déclenché la germination du chardon, des chardons, plusieurs espèces de chardons comme on a vu. Et ensuite ces graines donc, qui vont à la faveur de ce feu ont pu germer. On va dire que c'est des plantes pionnières et elles sont adaptées à ce genre de situation. Hein, comme je vous ai dit, c'est les pompiers. Donc dès qu'il y a ce genre de situation, un incendie, un feu, à ce moment-là les chardons se développent. Donc comment ils vont réparer le sol? Grâce à la racine, très en profondeur dans le sol, ils vont pouvoir aller chercher les éléments minéraux qui sont bloqués. Le chardon, il est capable d'aller en profondeur dans le sol pour aller chercher du phosphore. Hein, le phosphore qui est un minéral très important. Il va aller le remonter à la surface, le remonter dans sa tige, le remonter dans ses feuilles et puis réparer donc cette carence en phosphore hein, qui est induite par le feu qui a été fait à cet endroit-là. Quand tu dis que le chardon décompacte le sol, ça veut dire que le feu n'est pas le seul critère qui crée l'apparition du chardon, puisqu'on voit des chardons dans plein d'autres espaces, et justement, oui, dans ces endroits, on s'aperçoit qu'ils ont été compactés par les tracteurs. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que le chardon, c'est un pompier multi-usage, et il va arriver quand il y a des feux,
Il va germer quand il y a des feux, et puis il va germer aussi quand il y a des forts compactages, hein, et encore dans d'autres situations. Mais quand il y a des forts compactages avec des engins, ou alors que le sol est complètement retourné, on a retourné les couches, on a mis les couches aérobie au fond et les couches anaérobie dessus. Ensuite, on est passé avec des gros tractopelles. Ah bah à ce moment-là, ça va faire arriver aussi le chardon. Donc il arrive dans plein de situations. Ça veut dire que la façon dont on traite le sol n'est pas anodine du tout, hein. C'est ça. Donc regardez un sol, regardez les plantes qui poussent et si vous voyez des quantités impressionnantes d'une plante en particulier, alors prêtez l'oreille parce qu'elles sont en train, ces plantes, de vous expliquer la problématique qui se trouve à cet endroit. Il y a des plantes qui sont là pour nous aider, pour soutenir la restructuration, hein, de la terre, et elles sont très précieuses pour la préservation de la planète Terre. Et on va regarder maintenant une autre plante qui s'appelle la grande épurge. Alors je vous présente l'Euphorbe latyris, ou grande épurge, ou encore chasse-taupe, même si elle ne tue pas les taupes. Alors l'Euphorbe latyris, elle est aussi très intéressante, c'est une plante indicatrice très intéressante. Elle pousse ici, dans l'endroit de l'ancienne ferme, où étaient rincées les cuves d'herbicides. Elle pousse à l'endroit exact, au milieu de la cour de la ferme, là où étaient faits des feux, et des feux qui contenaient des plastiques, des bidons, des pneus, etc. Alors, endroit éminemment pollué, et cette plante, c'est ce qu'elle nous indique, c'est une plante de pollution, hein. Donc elle nous dit quoi? Eh bien, elle nous prévient et elle nous dit je suis toxique et je pousse dans un endroit où il y a des molécules toxiques. J'indique qu'il y a la présence de molécules de pesticides. Donc ça peut être des pesticides récents et ça peut être aussi des rémanences de pesticides anciens comme le DDT qui était utilisé dans les années 50. Donc cette plante-là, comme d'autres plantes, hein, comme le datura par exemple, c'est des plantes indicatrices de pollution et attention, c'est aussi des plantes dépolluantes. C'est ça qui est formidable avec ces plantes, c'est qu'elles sont capables d'aller chercher les molécules de pollution dans le sol, les remonter à la surface, les transformer dans leur métabolisme et finalement les expulser du sol, hein, les retirer du sol pour notre plus grand bien. C'est-à-dire que dans quelques années, quand la dépollution sera complète, alors on peut imaginer qu'on va pouvoir recultiver à nouveau dans cet endroit-là. Donc c'est surtout une plante qu'il ne faudrait pas arracher puisqu'elle nous prévient de la pollution et cette pollution se retrouve dans ces tissus. Si vous coupez une forme, vous allez vous apercevoir qu'il y a un latex blanc très corrosif. Si vous en avez une petite goutte sur la peau, il faut aller vous laver les mains vite parce que sinon vous allez avoir une grosse cloque, vous allez être brûlé, hein. Donc dans cet espace-là, ici, dans ce terrain, je vais vous montrer quelques photos pour que vous puissiez apprécier par vous-même à quoi ça ressemblait en 2014, donc il y a 6-7 ans, quand on a commencé à transformer cet endroit en jardin. On a vu apparaître beaucoup de pompiers différents, les uns après les autres. Les chardons, mais aussi les rumex, mais aussi des plantes comme la petite ciguë. Petite ciguë, c'est une plante qui était extrêmement présente au début et qui était indicatrice de pollution aux herbicides. Donc à peu près la même chose, hein, que cette grande épurge. Et elles ont disparu, ces plantes ont disparu les unes après les autres, une fois qu'elles ont eu fait le travail de dépollution. Et maintenant, on voit une beaucoup plus grande diversité. On va dire qu'ici, il reste un exemplaire de l'Euphorbe, mais autour, beaucoup d'autres plantes commencent à pouvoir pousser. Donc c'est que le sol commence à être réparé. Mais ces plantes, elles sont vraiment là pour nous indiquer de faire attention. Elles nous préviennent de ne pas cultiver de légumes, par exemple, de ne pas faire de potager à cet endroit-là. Sinon, on va manger des légumes et des plantes qui seront toxiques. Oui, et donc tu as observé une évolution dans la nature des plantes qui poussaient sur ce terrain-là.
apparemment très polluée, hein, qui était la cour de la ferme. Ouais, j'ai pu observer une évolution et surtout j'ai pu observer que c'est lent. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où, par exemple, voilà, sur cette photo-là, je vais vous montrer un endroit du jardin où il y avait un hangar avec des sacs d'ammonitrate, donc des nitrates chimiques, hein, des sacs crevés avec beaucoup de ces engrais chimiques qui étaient sur le sol. Donc on a ramassé et évacué un maximum de ces molécules. Mais il y en avait tellement, vous voyez dans ce hangar là, que pendant 6 ans, 7 ans, il ne poussait que des orties. Et là, on voit que ça commence un petit peu à s'améliorer. Donc les orties sont moins grosses, elles ont des moins grosses feuilles, elles commencent à diminuer un petit peu de vitalité. Les orties, c'est des pompes à nitrate. C'est les meilleures plantes extractrices de nitrate dans le sol. Donc elles nous indiquent que là, elles ont fait un gros travail, hein, pour ressortir ces nitrates du sol, de ce hangar. Et pendant toutes ces années où elles ont fait ce travail, eh bien, aucune plante ne pouvait pousser. Moi, j'ai essayé de semer des choses, d'installer des arbustes, et personne ne pouvait pousser. Les plantes végétaient, mouraient les unes après les autres. Donc, tant que le travail de dépollution n'est pas fait complètement par les orties, eh bien, rien ne pourra pousser. Ces terrains-là, est-ce qu'il y a des plantes aussi qui justement indiquent l'inverse, indiquent un terrain plutôt équilibré à certains endroits? Est-ce que tu observes ça? Je dirais que pour savoir si un sol est rééquilibré, ça va être surtout d'observer s'il y a une grande diversité végétale. Tant qu'on est dans la monoculture, par exemple, si on n'a que des chardons ou que des euphorbes épurges ou que des rumex, alors à ce moment-là, on est vraiment dans un cas de figure vraiment difficile. Et à partir du moment où on a une grande diversité qui revient, alors à ce moment-là, ça nous indique qu'on est sur la bonne voie. Donc ici, sur le terrain, là autour de moi, hein, je vois par exemple, il y a du mélilo qui est apparu, il y a pas mal de trèfles blancs, il y a aussi du plantain à feuilles lancéolées, on a de la verveine officinale, on a du lotier aussi, hein, qui apparaît par petites taches sur certains emplacements. Donc tout ça nous indique que le sol est en train de se réparer, que ça va de mieux en mieux et que la nature s'occupe de tout. Voilà, on a essayé en tout cas de laisser le sol le plus tranquille possible, hein, pour que les plantes puissent continuer, de par leurs racines surtout, hein, à faire le travail de restructuration du sol. Et puis toute la microfaune aussi qui est très importante, qui est en train de revivre là. C'était un sol qui était très compacté, très abîmé avec tous les produits chimiques, et donc il y avait presque plus de microfaune dans le sol. Donc là, toute cette microfaune, les micro-organismes, les bactéries et les vers de terre et tous les micro-organismes du sol sont en train de reprendre du poil de la bête. Et donc tout est en train de se réparer. Ça, c'est important de le savoir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Il faut juste faire confiance et voilà, et que les choses s'arrangent. Là, vous voyez, hein, sur ces images, comment on est passé d'un état de dégradation très important, hein, donc un sol abîmé par les feux, par les produits, par les engins qui ont complètement bouleversé ce terrain, à une situation beaucoup plus équilibrée où là on est revenu avec une prairie finalement fleurie et diversifiée. Alors en fait, si je prends l'exemple des orties ou des chardons par exemple, si on veut accélérer un petit peu le rétablissement de l'équilibre du sol, qu'est-ce qu'on en fait? On les laisse comme ça, on touche rien du tout, ou est-ce qu'il vaut mieux les couper, les enlever? Là, ça c'est une bonne question aussi, hein. Pour accélérer un petit peu le mouvement de restructuration et de dépollution du sol, le mieux c'est exporter les herbes au moins une fois par an, faucher les herbes une fois qu'elles ont fait le travail, pas les arracher et les faucher. Faucher les herbes une fois qu'elles ont fini le travail, donc en fin de saison, hein, vers le mois de fin octobre, début novembre, faucher et aller les composter ailleurs. Pour les orties, c'est particulièrement vrai. Si on les fauche et qu'on les exporte, on va retirer les nitrates qu'elles auront pompés dans le sol et on va les mettre où? On va composter les orties sur les palissades de branches et comme ça on aura un compostage équilibré avec des plantes aussi qui sont plus riches en carbone, qui sont plus riches en écorce ou en bois dur. Ici on est exactement à l'endroit où se trouvait le hangar derrière moi, il y a 6-7 ans en arrière.
et là où se trouvaient les sacs d'ammonitrate crevés. Et donc vous voyez, il y a des plantes ici qui sont très très grandes, hein, comme cette Centaurée macrocéphala, Centaurée à grosse tête, qui se plaît dans cet endroit parce que c'est vraiment une plante très très forte. Et donc elle est en train de faire un travail aussi d'exportation des nitrates en excès qui sont dans ce terrain, un terrain qui a une crise de foie, hein, clairement, tellement il a eu de nourriture, de matière organique, de fumier et d'engrais. Mais il y a de l'espoir, hein, ça veut dire qu'en 6 ans, les orties, bon, on les a un petit peu aidées, hein, on les a sorties du terrain, elles ont disparu. Elles ont disparu de la place et à la place, ça y est, on a des plantes qui peuvent commencer à s'implanter. Voilà, donc il a fallu toutes ces années pour que le terrain se modifie, s'améliore et se transforme. Donc je vais terminer cette vidéo en formulant 3 vœux. Le premier, ça serait que cessent les feux inutiles qui polluent l'air de notre belle planète et qui détruisent durablement les sols, comme on vient de le voir. Mon deuxième vœu, c'est que nous changions de regard sur les plantes que nous appelons mauvaises, parce qu'aucune plante n'est mauvaise. Elles ont toutes un rôle à jouer et elles font toutes un énorme travail pour réparer nos erreurs. Et le troisième, ça serait que nous sachions apprécier la nature pour ce qu'elle est et qu'elle puisse retrouver complètement sa place, que nous puissions retrouver une nature préservée et avoir beaucoup de gratitude pour tout l'amour et la générosité qu'elle nous offre. Je vous laisse sur ces belles images de nature préservée et je vous dis à bientôt. Dreams on a sunny day. Save your life for